Commencer nos auditions et donc on accueille le syndicat des énergies renouvelables. Donc merci de votre présence, Monsieur Jean-Louis Bade, président des syndicats des énergies renouvelables. Vous êtes accompagné par Monsieur Alexandre Rush, le délégué général, Madame Marion Létry, déléguée générale adjointe, et Monsieur Alexandre de Montesquieu, consultant. Donc si je m'attache à la production d'électricité de sources renouvelables, il y a 108,7 TWh produits en 2018, dont 63, donc 58%, qui est lié à la production électrique, 10 qui est produit par le solaire et 28 par l'éolien. Ce sont des énergies aux caractéristiques très différentes les unes par rapport aux autres, puisque l'hydraulique est une énergie renouvelable pilotable qui peut être stockée et mobilisée particulièrement à tout moment de la journée, qu'il y ait du vent, qu'il y ait du soleil, et qu'on peut utiliser naturellement au moment des pics de consommation. Ça sera intéressant pour nous de voir sur ce mix énergétique d'électricité, quelle est votre vision à terme en termes de pourcentage au sein de la PPE que vous feriez comme un pourcentage idéal. Par ailleurs, j'aimerais que vous nous parliez d'une énergie renouvelable dont on parle finalement peu, mais qui est l'énergie renouvelable à partir de biomasse ou de gaz, qui est une autre énergie stockable et donc mobilisable pendant la gestion des pointes hivernales en particulier. Et puis, la dernière chose sur laquelle je souhaiterais vous faire réagir dans votre propos liminaire, c'est quelle appréciation appelle de votre part l'affirmation de l'Académie des sciences du 19 avril 2017 à propos de la transition énergétique, qui a déclaré « La part totale des énergies renouvelables dans le mix électrique ne pourra pas aller au-delà de 30 à 40% sans conduire à un coût exorbitant de l'électricité et des émissions finalement croissantes de gaz à effet de serre et à la mise en question de la sécurité de la fourniture générale de l'électricité. » Voilà, Monsieur Ball, je vous propose que nous écoutions votre exposé liminaire pendant une quinzaine de minutes. Et puis après, les membres de la commission d'enquête, et notamment Madame la rapporteure, vous poseront un certain nombre de questions. Mais conformément aux dispositions de l'article 6 de la ordonnance du 17 novembre 1958, puisque nous sommes dans une commission d'enquête, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et cela pour l'ensemble des personnes susceptibles de prendre la parole soit de façon préliminaire, soit en réponse aux questions. Je vous demande de lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Monsieur Ball. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais effectivement introduire le sujet global des énergies renouvelables et sans me concentrer uniquement sur le secteur électrique, comme vous me l'avez demandé. Je vais d'abord tirer un rapide bilan en matière de développement des énergies renouvelables, donc dans les différents secteurs ayant bénéficié d'un soutien public, donc la production de chaleur, les transports, l'électricité, on y viendra quand même, et le gaz. Je ferai ensuite un historique sur l'évolution de l'effort de soutien public et de la compétitivité des énergies renouvelables. Et enfin, je voudrais attirer votre attention sur les enjeux de politique industrielle qui sont liés à ce développement des énergies renouvelables. Donc, je vais commencer par le bilan. La chaleur, c'est 50% de nos consommations en énergie finale, et malheureusement, on en parle relativement peu souvent. Néanmoins, pour une fois, la loi de transition énergétique et la PPE de 2016, la PPE, enfin le projet de PPE actuel focalise
beaucoup plus sur cette chaleur. Aujourd'hui, la production de chaleur est majoritairement carbonée. Seulement 20% de nos besoins en chaleur sont couverts par des sources d'énergie renouvelables. Il convient donc d'accélérer, d'autant plus que les instruments de politique publique mis en œuvre dans ce domaine sont particulièrement efficaces. Il faut accélérer parce que la loi nous fixe un objectif de 38% à l'horizon 2030 contre 20% actuellement, donc il faut vraiment doubler. Dans le domaine de la chaleur, production pour l'industrie, pour l'habitat collectif, pour les réseaux de chaleur, pour le tertiaire, le principal levier pour le développement de la chaleur et du froid renouvelable est le fonds chaleur qui a été mis à disposition de l'ADEME depuis 2009. Et la performance de ce dispositif en termes d'euros publics dépensés a été reconnue à maintes reprises, et notamment par la Cour des comptes, avec un coût du soutien public qui est de 3,6 euros par mégawattheure pour tous les projets qui se sont déroulés entre 2009 et 2018. C'est une moyenne. Sur cette période, 4 800 opérations d'investissement ont été subventionnées donc par le Fonds Chaleur pour un montant total de l'ordre de 2 milliards d'euros, ce qui a généré derrière près de 7 milliards d'euros d'investissement. Ces investissements se substituent exclusivement à des énergies fossiles, gaz ou fioul. Et si on considère un prix du baril de pétrole importé de 50 euros, ce qui est largement en dessous du prix actuel, l'économie nationale qui est associée à la réduction de ces importations d'énergie fossile correspond à 875 millions d'euros par an. Ce qui signifie que pour la mise de l'État initiale de 2 milliards, on a un retour d'investissement qui se fait en seulement 2,3 ans. Le projet de PPE prévoit donc très logiquement que les moyens financiers alloués au fonds chaleur soient augmentés avec une trajectoire d'autorisation d'engagement définie jusqu'en 2022. L'ordre de grandeur du budget du fonds chaleur qui est voté au sein du budget général de l'ADEME était jusqu'à présent de l'ordre de 215 millions d'euros. Le projet de PPE prévoit de le faire passer à 307 cette année et à 350 l'année prochaine. Ces moyens additionnels avaient été alloués sur base d'une augmentation future de la contribution climat-énergie, la taxe carbone. Alors que tous les industriels, tous les consommateurs, les collectivités commençaient déjà à intégrer l'impact présent et futur de l'évolution de cette contribution climat-énergie dans leurs décisions d'investissement, le gel de cette trajectoire et les interrogations plus fondamentales que les suites du grand débat font peser sur son avenir risquent de freiner, voire de bloquer certains projets. Et donc pour nous, il est tout à fait essentiel que le gouvernement donne rapidement de nouveaux signes sur la visibilité sur l'évolution de la contribution climat-énergie après 2019. Il est clair que si cette évolution devait être remise en cause, l'évolution de l'enveloppe du fonds chaleur devrait être également revue en conséquence. Le prix qu'on l'on donne au carbone, qu'il s'agisse des grands consommateurs ou qu'il s'agisse des consommateurs individuels, il est tout à fait fondamental. Je dirais même que c'est la pierre angulaire d'une politique de lutte contre le changement climatique pour changer fondamentalement donc le comportement des consommateurs, quel que soit le type de consommateur. Alors évidemment, il ne nous a pas échappé que ça peut poser des problèmes sociaux et donc il y a eu beaucoup de contributions récentes d'un certain nombre d'organismes sur l'évolution de la contribution climat-énergie qui suggèrent que les recettes de cette contribution climat-énergie soient affectées
à la transition énergétique et particulièrement ciblée sur les ménages qui sont le plus dépendants des combustibles fossiles, mais également qu'elle soit ciblée sur les collectivités territoriales à qui la loi de transition énergétique confie un rôle de leader donc sur la mise en œuvre de la transition énergétique. Cette transition énergétique dans le domaine de la chaleur, elle doit aussi se gagner dans le secteur résidentiel. Les ménages consacraient, d'après l'INSEE, en 2016, plus d'argent aux postes chauffage et éclairage qu'aux dépenses de carburant. Et les énergies renouvelables permettent dans ce domaine, de manière très concrète, de pouvoir agir sur le pouvoir d'achat en réduisant la facture de chauffage. Il y a par exemple principalement donc, le chauffage au bois qui a des formes beaucoup plus modernes que ce que l'on a l'habitude d'avoir en tête. Il y a les pompes à chaleur, il y a le raccordement à des réseaux de chaleur vertueux donc qui utilisent des énergies renouvelables, ou il y a le solaire thermique qui permettent d'avoir accès à des sources de chaleur de plus en plus compétitives et dont le coût d'utilisation est stable pour toutes les années à venir. Ces énergies bénéficient aujourd'hui d'un cadre complet d'aide afin de réduire le reste à charge pour les ménages, crédit d'impôt pour la transition énergétique, éco-prêt à taux zéro, les aides de l'ANA pour une partie donc de ces consommateurs, le chèque énergie, la TVA à taux zéro et enfin les certificats d'énergie, d'économie d'énergie. L'enjeu, quand on interroge les Français, c'est vraiment de leur faire connaître ces différents instruments et de les rendre beaucoup plus facilement accessibles. Et je pense que les recettes de la contribution climat-énergie devraient servir à ça. Pour mémoire, donc, le coût du soutien public dans le secteur de la chaleur renouvelable reste aujourd'hui très mesuré. 567 millions d'euros aux ENR thermiques en 2016, selon la Cour des comptes, avec notamment pour le CITE, donc le crédit d'impôt pour la transition énergétique, de l'ordre de 270 millions, soit environ 16% de l'enveloppe globale. Il y a ensuite les transports. Dans les transports, les énergies renouvelables couvrent fin 2016 8,6% de nos besoins, essentiellement à partir de biocarburants liquides, donc dits de première génération. Il y a aussi une partie qui est couverte par de l'électricité renouvelable qui n'est pas comptabilisée dans le secteur de l'électricité. Pour rappel, donc, les objectifs de la loi de transition énergétique, c'est d'arriver à 15%. Les derniers chiffres provisoires que l'on a pour 2017 sont de 9,1%. Il y a donc encore beaucoup de développement à faire et il faudra jouer sur toute une gamme de technologies. Donc. Mais la base reste donc les biocarburants dits de première génération, ceux qui sont basés sur des cultures de type alimentaire. Et je rappelle à cette occasion que il y a un certain nombre d'incitations fiscales pour favoriser donc l'incorporation de ces biocarburants donc dans les carburants routiers. Donc il y a une obligation d'incorporation qui s'appelait auparavant la TGAP, qui s'appelle maintenant la TIIB. Et donc le développement de ces biocarburants ne pèse donc pas directement sur le budget de l'État. Et je voudrais rappeler que l'huile de palme, dont on parle beaucoup, est exclue des biocarburants dont l'incorporation est encouragée par cette taxe. Ces biocarburants répondent par ailleurs à des hauts standards de durabilité et sont issus d'une agriculture européenne innovante, développée dans le cadre d'une politique agricole commune, prenant en compte la protection des sols, la biodiversité et l'environnement de façon plus générale. C'est 30 000 emplois non délocalisables en France et qui assurent donc la compétitivité de la biomasse agricole française. J'en viens au gaz, pour lequel donc aujourd'hui le gaz renouvelable, donc, qui est essentiellement, enfin qui est uniquement du biométhane, est quelque chose d'assez anecdotique dans la consommation, puisqu'on est en environ 0,15% de la consommation de gaz naturel.
sur 76 sites qui injectent du biométhane dans le réseau, mais on a dans ce qu'on appelle le registre de gestion des capacités d'injection 700 projets qui sont aujourd'hui inscrits en file d'attente. Et cette filière de gaz renouvelable a la particularité de répondre à 3 débouchés énergétiques. On peut faire de l'électricité, on peut faire de la chaleur et on peut faire du carburant et on peut même faire rouler des voitures. Elle présente de nombreuses externalités positives et constitue un atout pour l'agriculture française et les territoires ruraux. Dans ce domaine, la loi de transition énergétique a fixé un objectif de 10% d'incorporation à l'horizon 2030, avec un point de passage en 2023 qui était de 8 TWh. Alors les 0,15% dont je vous ai parlé pour la situation en fin d'année dernière, ça représente 0,7 TWh. Donc d'ici à 2023, il faudrait multiplier par un peu plus de 10 l'injection donc de gaz dans le réseau. La PPE, le projet de PPE que l'on a aujourd'hui réduit assez notablement donc l'objectif intermédiaire de 2023. L'électricité, le panorama que nous publions chaque année avec les gestionnaires de réseau indique, et je pense que c'est cohérent avec les chiffres que vous avez cités en introduction, indique que l'on produit aujourd'hui à partir de sources renouvelables 22,7% de l'électricité consommée en France. Le soutien public a permis d'obtenir, et c'est un constat essentiel, des baisses significatives donc de compétitivité de ces nouvelles énergies renouvelables. Donc vous avez parlé de l'hydraulique qui est donc le socle sur lequel on va s'appuyer pour les développements futurs. Mais les développements futurs, justement, ils viendront de l'éolien terrestre, de l'éolien maritime et du solaire photovoltaïque. Pour l'éolien terrestre, les derniers appels d'offres ont permis de dégager des projets à 65 € du mégawattheure. Pour le solaire photovoltaïque, mais je pense que Daniel Bourg a dû vous en parler, on est en moyenne à quelque chose de l'ordre de 55 € du mégawattheure. Pour l'éolien en mer, on a eu des projets qui étaient assez coûteux, donc sur les 6 premiers projets qui ont été sélectionnés par appel d'offres au début des années 2010. Le projet de Dunkerque, dont on va connaître bientôt les résultats, devrait montrer là aussi que l'on a atteint un très haut niveau de compétitivité. Voilà ce que l'on peut dire sur la compétitivité des renouvelables. Et c'est pour dire aussi que la très grande majorité donc, du soutien public que l'on a aujourd'hui encore sur l'électricité renouvelable provient essentiellement des engagements du passé, nous l'évoquions tout à l'heure, et que par contre, si je reprends les chiffres de la PPE, le coût du passé pour l'ensemble des renouvelables électriques, c'est 95 milliards. Pour les engagements qui sont pris dans le cadre de la PPE, c'est 30 milliards, et pour des volumes qui sont du même ordre. Alors, ce soutien public, il a été évalué donc, par la Cour des comptes. Alors là, on cite un chiffre un peu différent, 121 milliards donc évalués par la Cour des comptes, contre le 95 milliards qu'on retrouve dans la PPE. Vous voyez qu'il peut y avoir des variations assez importantes dans les évaluations. Alors ça repose sur plusieurs causes. D'abord, la Cour des comptes n'a évidemment pas pu prendre en compte la renégociation des 6 projets d'éolien en mer. Elle avait pris comme base donc, un coût du mégawattheure qui était supérieur à 200 € du mégawattheure. La renégociation a fait aboutir à un tarif de l'ordre de 140 € du mégawattheure. Ça fait donc une différence significative. L'autre facteur, ce sont les hypothèses de prix de marché d'électricité, puisque le coût du soutien public, c'est la différence entre le tarif accordé et le prix de marché.
Pour vous donner quelques exemples sur la CRE, Commission de régulation de l'énergie, donc se fonde, elle, sur un prix de marché 2018 de 35,91 € dans sa dernière évaluation. Et on a constaté qu'en fait, le prix moyen de 2018 était de 50 € par mégawattheure, ce qui fait donc une différence assez importante. Dans le projet de PPE, les évaluations qui ont été faites par le gouvernement sont basées sur un prix de marché à 56 € du mégawattheure en 2028. Donc voilà, tout ça c'est pour vous situer la grande variabilité que l'on peut avoir sur le coût du soutien public. Ce qu'on peut dire aussi sur le coût du soutien public, je l'ai dit, donc c'est le poids du passé, et ce poids du passé, il va commencer à s'estomper en 2025. Là, on peut retrouver donc dans le projet de PPE l'évolution des dépenses annuelles de charges de services publics donc liées à ces énergies renouvelables, et on voit que la décroissance va commencer en 2025. Au-delà des montants engagés, plusieurs évolutions importantes à rappeler. La Cour des comptes soulignait le fait que le soutien public entre ENR électrique et ENR thermique était fortement déséquilibré. Le projet de PPE que l'on a aujourd'hui en discussion montre que les engagements pour les années à venir sont beaucoup mieux équilibrés entre ENR électrique et ENR thermique et gaz, avec grosso modo des enveloppes budgétaires annuelles qui sont du même ordre sur la chaleur, sur le gaz injecté et sur les nouveaux équipements d'ENR électrique. Ensuite, ce qui est très important aussi à noter, c'est l'évolution des mécanismes de soutien. On avait pour les ENR électriques des tarifs d'achat dans le cadre d'une obligation imposée à EDF, des tarifs d'achat qui étaient fixés donc, par décret et arrêté. Et on est passé de ce système de tarifs d'achat à un système d'obligation de vendre son électricité sur le marché et de recevoir un complément de rémunération, donc qui est le nouveau dispositif de soutien. De tels systèmes permettent aux producteurs de se frotter à la réalité du marché, donc d'optimiser leur démarche, et avec un mécanisme qui leur interdit de fait de vendre leur production lorsqu'il y a des prix négatifs sur le marché. En parallèle de cette évolution, donc passage de l'obligation du tarif à un complément de rémunération, il y a depuis 2017 pour l'éolien, mais depuis plus longtemps avant sur le photovoltaïque, la méthode des appels d'offres qui a aussi procédé donc vers une réduction donc du besoin de soutien public. L'autre aspect important qu'on retrouve dans la PPE, c'est que cette politique de soutien public est aujourd'hui très encadrée, avec la volonté de maîtriser la dépense publique, à travers le choix de recourir principalement à des énergies renouvelables qui sont à un bon niveau de maturité. Nous considérons que c'est une bonne orientation, mais qu'il ne faudrait pas néanmoins négliger certaines technologies émergentes qui ont besoin donc d'un développement, d'un soutien plutôt au développement technologique. Je pense notamment à la filière de l'hydrolien qui est pas très bien traitée, qui est même très mal traitée donc dans le projet de PPE. Je pense aussi à la géothermie électrique ou à la cogénération biomasse qui sont totalement absentes du projet de PPE. Et finalement, donc, je voudrais souligner le besoin d'accompagner cette transition énergétique d'efforts de structuration de la filière, de filières industrielles. La Cour des comptes, je reviens toujours à la Cour des comptes, mais c'est une bonne référence, estimait donc en mars 2018 que, faute d'avoir établi une stratégie claire des dispositifs de soutien stables et cohérents,
le tissu industriel français a peu profité du développement des énergies renouvelables. Néanmoins, quelques chiffres quand même. On a aujourd'hui 100 000 emplois en France dans le domaine des énergies renouvelables. Nous disposons de grands énergéticiens, donc parmi les plus importants du monde, qui ont tous choisi de développer des stratégies ambitieuses en termes d'énergie renouvelable, en France comme à l'étranger. Nous disposons de centres de recherche de tout premier ordre, comme le CEA INES à Chambéry ou l'IPVF sur le photovoltaïque, donc à Palaiseau. Nos développeurs de projets, et nous les soutenons, nous le CER, souvent des entreprises de taille intermédiaire, sont très bien positionnés à l'international. En matière d'équipementier, nous avons aussi, malgré les stop and go que l'on a connus ces dernières années, nous avons quand même réussi à attirer quelques leaders mondiaux sur le territoire français. Et par exemple, donc aujourd'hui, la plus grande pale éolienne du monde sera produite à Cherbourg par une filiale de General Electric. Enfin, c'est très important, la France dispose d'un tissu de PME et ETI très innovant dans le secteur des énergies renouvelables. J'ai cité tout à l'heure l'hydrolien, mais également donc, dans l'éolien, on a, avec un programme d'accompagnement qui a été mené par le CER, qui s'appelle Windustry, on a accompagné efficacement 70 PME, donc grâce au soutien du pouvoir public, notamment donc, par les investissements d'avenir. Et sur ce point, il faut accélérer, et nous nous félicitons que sous l'impulsion du Premier ministre, plusieurs comités stratégiques de filière ont été mis en place. Il y en a un notamment sur les nouveaux systèmes énergétiques, qui va signer son contrat de filière avec l'État à la fin de ce mois. Et donc nous pensons qu'il est important de s'inspirer des pratiques qui ont fonctionné dans d'autres pays. L'exemple du Royaume-Uni est particulièrement intéressant car il montre qu'une première étape pour améliorer le contenu local est d'abord de savoir le mesurer et puis de communiquer de manière intelligente sur son évolution auprès des différentes parties prenantes. Donc ce sont les travaux que nous allons mener au sein du CSF et en particulier donc sur les filières éolien en mer, solaire photovoltaïque et gaz renouvelable. Voilà, le CER est très favorable dans le cadre de ces CSF à la mise en place de véritables actions de structuration de filières qui doivent s'accompagner sur des mesures très concrètes qu'on doit retrouver également donc, dans les mesures d'accompagnement du développement des filières. Et je pense en particulier au contenu carbone, au bilan carbone qui est demandé dans les critères des appels d'offres solaires et qui ont ce critère carbone a permis à nos producteurs français de garder une part importante du développement photovoltaïque sur notre territoire. Ce sont là quelques pistes, mais qui nécessitent que la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie prévoie des volumes et des rythmes de développement suffisamment ambitieux et sans trou d'air, donc pour conforter de futurs investissements industriels. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous poser 2-3 questions avant de laisser la parole à Madame la rapporteure. Vous avez mentionné le fonds chaleur et vous avez mentionné les chiffres qui sont dans la loi de finances de 307 millions d'euros. En fait, est-ce que si on doublait ce chiffre, il y aurait suffisamment de projets pour utiliser les subventions? Parce que il n'y a quand même pas beaucoup de subventions, de domaines où il y a des subventions publiques avec une rentabilité à moins de 3 ans, si on reprend votre exposé. La deuxième question, sur les tarifs, vous nous avez dit pour les énergies renouvelables, si jamais leur production est à un tarif qui est en dessous du prix du marché, vous avez dit ils arrêtent leur production. Or, on a eu une personne auditionnée qui nous a dit qu'il reverserait de l'argent à l'État. En fait, qu'est-ce que font les producteurs d'énergie renouvelable dans ce cas-là? Est-ce qu'ils arrêtent les éoliennes de tourner? Est-ce qu'ils débranchent les panneaux photovoltaïques? Ou est-ce qu'il y a justement un reversement d'argent à l'État, comme l'a dit une personne auditionnée préalablement?
Et le dernier point que j'aurais aimé que vous développiez, c'est sur les énergies qui sont non traitées dans la PPE correctement. Qu'est-ce que vous proposez? Que ce soit pour l'hydrolien ou les autres sources d'énergie que vous avez mentionnées, qu'est-ce que vous proposez? Et puis, dernière petite remarque, je ne manquerai pas de dire à Monsieur le Président Aubert que vous avez abondamment cité la Cour des comptes et j'en suis sûre qu'il sera très sensible à cela. Oui, alors, concernant le fonds chaleur, il est clair que si on devait d'une année sur l'autre doubler le fonds chaleur, on n'aurait pas suffisamment de projets pour dépenser intelligemment. Donc, alors, une augmentation, elle doit au contraire venir progressivement. Et par ailleurs, pour que l'ADEME fasse monter suffisamment de projets, il y a plusieurs conditions qui sont exigées. C'est, je l'ai dit, c'est l'évolution de la contribution climat-énergie. Ça, c'est un point très important parce que il faut vraiment que les investisseurs aient bien en tête que le prix des combustibles fossiles vont augmenter, quoi qu'il arrive. Et la deuxième condition, c'est que l'ADEME ait les moyens humains nécessaires, enfin suffisants, pour faire monter les projets, pour assister les collectivités ou les industriels, enfin les acteurs du territoire, dans l'élaboration des projets. Or, aujourd'hui, c'est le phénomène inverse que l'on constate, c'est que les effectifs de l'ADEME, depuis plusieurs années, diminuent, et que cette diminution va en principe continuer dans les années à venir. Donc le fonds chaleur, l'augmenter encore, oui. Le doubler d'une année sur l'autre, non. Votre deuxième question, alors je pense qu'il y a une confusion. Ce dont moi j'ai parlé, c'est des prix négatifs sur le marché. Vous savez qu'il peut arriver, pour diverses raisons, que le prix de marché de gros de l'électricité, parce que des centrales ne peuvent pas s'arrêter, parce qu'il y a insuffisamment de consommation, parce qu'il y a une production éolienne en Allemagne excédentaire, enfin pour des tas de raisons, on peut avoir des prix négatifs. Et ce que j'ai dit, c'est que dans ce cas-là, avec le nouveau mécanisme de soutien, le producteur français, il a intérêt à arrêter sa production. Ce que mon collègue Daniel Bourg a dû vous dire tout à l'heure, c'est autre chose, c'est qu'avec cette question de complément de rémunération, si vous avez un prix du marché qui est supérieur au tarif garanti, oui, vous devez à ce moment-là rembourser la différence. Ça, je le confirme, mais c'est deux situations très différentes. Hein. Ma question, et je ne l'ai pas posée à M. Bourg tout à l'heure, c'est est-ce que finalement, dans ce cas-là, le producteur d'énergie n'a pas intérêt à arrêter de produire? Ah mais non, parce s'il arrête, il va rien gagner. Ce mécanisme, s'il est obligé de reverser de l'argent, il une perd de partie. l'argent. C'est le mécanisme. Le mécanisme du complément de rémunération, en fait, c'est un mécanisme qui garantit aux producteurs un niveau de rémunération. Il faudrait éviter que, si le prix du marché dépasse ce niveau de rémunération, qu'il y ait une surrentabilité pour le producteur. C'est ça le... Alors, les filières qui ont été maltraitées dans le projet de PPE, je pense à l'hydrolien pour commencer. Je pense que ce qu'il faut faire, nous avons un certain nombre de PME qui ont développé donc des technologies, mais qui doivent encore subir un certain nombre de tests, de tests à la fois économiques, techniques. Il y a donc aujourd'hui deux entreprises qui ont mis des hydroliennes à l'eau. Donc il y a Sabella qui a mis une hydrolienne à Ouessant.
Il y a donc HydroQuest en collaboration avec Construction Mécanique de Normandie qui a mis une hydrolienne à l'eau à Paimpol-Bréhat. Tout ça, c'est des développements technologiques. Dans quelques temps, ils vont retirer ces hydroliennes pour voir comment elles ont supporté, etc. Et donc, il y a après une étape supplémentaire à parcourir, c'est de développer des fermes pilotes où là, on testera la production réelle d'un ensemble d'hydroliennes, mais c'est quelque chose qui ne doit pas être soutenu par uniquement en tout cas par un tarif d'achat de l'électricité. C'est quelque chose qui est un investissement qui ressort encore de la recherche et développement. Et donc le programme d'investissement d'avenir qui est géré en partie par l'ADEME devrait pouvoir supporter ce type de développement technologique. J'ai parlé aussi de la géothermie électrique et là, dans le cadre de la PPE, nous pensons qu'on doit pouvoir l'améliorer en adoptant un objectif relativement modeste, donc pour le développement de cette géothermie électrique, sachant qu'il y a déjà aujourd'hui pour environ 30 MW de projets qui ont un contrat signé dans le cadre de la PPE existante. Donc ça va se réaliser. Et ce qu'il faut bien avoir en tête à propos de la géothermie profonde, c'est qu'elle va permettre, il y a des projets, il y a un programme de recherche actuellement donc avec Eramet et le CEA, elle va permettre d'exploiter le lithium qu'on trouve en profondeur. Et ce lithium, ce n'est pas des quantités négligeables du tout. Hein, la dizaine de projets qui sont identifiés en géothermie actuellement permettrait de fournir 6% du marché mondial du lithium d'aujourd'hui. Merci. Je vais passer la parole à Madame la rapporteure, mais je voulais vous informer que moi, je suis obligée de vous quitter dans 10 minutes et que je laisserai la présidence de la commission d'enquête à Monsieur Vincent Thiebaud, en vous priant de m'excuser. Merci beaucoup. Bon, je vais commencer du coup par l'un de vos derniers propos, puisque vous parliez de la partie investissement dans la recherche et le développement. Une de mes questions, c'est de savoir si on investit suffisamment aujourd'hui en recherche sur les questions des ENR, et comparativement, je me suis laissé dire qu'on avait tendance en France à continuer à subventionner beaucoup plus la recherche dans le nucléaire qu'on ne subventionnait la recherche dans les ENR. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous, enfin voilà, est-ce que vous pouvez le confirmer ou l'infirmer, parce que voilà, je ne le sais pas. Alors, moi, je me garderai bien de faire des comparaisons avec le nucléaire, mais par contre, je peux vous parler donc des besoins de recherche et développement que l'on a encore aujourd'hui. Il faut quand même souligner que, notamment avec les investissements d'avenir, l'ADEME a conduit bon nombre de projets de recherche et développement, mais ce n'est pas de la recherche fondamentale, hein, c'est de la recherche pré-commerciale et qui doit permettre d'amener sur le marché des nouvelles technologies très rapidement. Je pense à des pales d'éoliennes qui sont en deux parties, donc on peut assembler sur place. Je pense à des nouvelles méthodes pour construire des mâts en béton. Et je pense aussi à des des technologies très performantes dans le cadre du solaire photovoltaïque, pour lequel on pourrait très bien, si les investisseurs avaient une bonne confiance dans le marché, développer à nouveau des capacités de production chez nous. Donc les choses ne sont pas fermées. Mais les besoins de recherche et développement sur les équipements de production d'énergie, donc en dehors de ce que j'ai cité tout à l'heure, donc sur l'hydrolien, peut-être également sur la méthanisation. En dehors de ces équipements-là, les besoins que l'on a aujourd'hui en innovation, ça concerne surtout
ce qui va apparaître après 2028-2030, c'est les besoins de stockage aussi bien d'électricité, mais également de chaleur. Donc le stockage, et puis tout ce qui est équipement de ce qu'on appelle la digitalisation, qui permet donc de gérer, d'intégrer les énergies renouvelables dans les différents réseaux. Je pense que c'est là que se situent les besoins en recherche et développement. Justement, sur la question du stockage, c'est une date que j'avais entendue. On dit il faudra se préoccuper du stockage d'ici à 2030-2035. Moi, ça m'interroge de savoir pourquoi il faudrait attendre cette date-là pour s'occuper du stockage. On a l'impression que c'est un problème de plus tard, alors qu'en réalité, a priori, la question de l'intermittence des ENR, qui est un des principaux problèmes, semble être tout de suite. Donc on se dit qu'il faudrait investir tout de suite dans la question du stockage. Qu'en est-il? Alors, moi, j'ai pas dit qu'il fallait attendre 2028 pour... Non, mais ce que je dis, et quand on analyse les scénarios de RTE, quand on analyse le projet de PPE, en fait, on n'a pas besoin d'implanter des unités de stockage avant 2028. Par contre, on en aura besoin au-delà. Et si on attend 2028 pour commencer à investir dans le stockage, à ce moment-là, on aura devant nous des temps de réponse qui seront beaucoup trop longs. Par ailleurs, le stockage, même si sur notre territoire métropolitain continental, on n'en a pas besoin dans l'immédiat, on en a besoin sur nos territoires d'outre-mer. Et là, on a toute une série de projets qui se sont développés avec du stockage d'énergie, du stockage sur batterie, du stockage sur des mini-STEP, donc les stations de transfert d'énergie par pompage. On a un projet de 7 MW qui va se réaliser donc en Martinique sur cette thématique-là. Là aussi, on a une profusion d'innovation donc sur le secteur du stockage. Pour vous donner quelques chiffres, on estime que le coût des batteries, le coût en investissement est aujourd'hui de l'ordre de 200 € par kilowattheure. Et c'était de 1000 € par kilowattheure il y a 5 ans. Je pense que EDF estime qu'il faudrait descendre à 100 € du kilowattheure, pour qu'on puisse trouver donc des modèles économiques sur le territoire continental. Maintenant, les batteries, c'est pas les seules possibilités. Donc, on a encore aujourd'hui des possibilités de développer des steppes hydrauliques qui vont permettre de répondre à une partie de ce besoin en stockage qui surviendra donc au-delà de 2028. À plus long terme, il y aura probablement également donc l'hydrogène. L'hydrogène a une grande vertu, c'est que ça permet de faire du stockage intersaisonnier. Les batteries, ça permet de faire du stockage sur la journée ou sur la semaine. Les steppes, c'est sur plusieurs semaines. L'hydrogène, ça permettra d'aller beaucoup plus loin. Mais quand est-ce que l'économie du stockage par hydrogène sera à la hauteur ? On ne le sait pas très bien. Mais je me rappelle que dans les scénarios que l'ADEME avait étudiés sur le 100% énergie renouvelable, le stockage intersaisonnier n'était nécessaire qu'à partir de 80% de taux de pénétration des énergies renouvelables. Donc, on a le temps. Il y aura probablement d'autres applications de l'hydrogène, telles que la mobilité, avant qu'on en fasse du stockage de l'énergie électrique. Alors,
Pour reprendre un de vos éléments de démarrage, vous avez dit qu'on avait des grandes compétences en France en termes d'ENR, justement. Est-ce que vous pouvez davantage détailler les éléments dans lesquels on est plutôt en avance, plutôt en retard par rapport aux autres pays européens? Où est-ce qu'on se situe? Quelles sont nos forces qu'il faudrait peut-être encore développer? Quelles sont les faiblesses éventuellement qu'on aurait besoin de rattraper ou de compenser? Comment on se situe par rapport à nos voisins et voir plus loin? Oui, alors clairement, je pense qu'on on a dans toute la chaîne de valeur, donc qui va de la R&D jusqu'au marché, on a des compétences excellentes sur la recherche. Et puis après, il y a un trou au niveau des équipementiers. On n'a pas de grands fabricants d'éoliennes ni de grands fabricants de solaire photovoltaïque, même si on a un tissu industriel qui est loin d'être négligeable. Après les équipementiers, il y a l'ingénierie. Et là, pour ce qui concerne l'ingénierie, et notamment toute l'utilisation de gestion par le numérique, on a de très grandes forces, aussi bien dans nos PME que dans nos grands groupes. Et voilà, donc là où on peut encore certainement améliorer, c'est sur les filières émergentes, là où les places ne sont pas encore prises, c'est d'attirer les grands industriels. C'est ce que l'on peut encore faire aujourd'hui avec l'éolien en mer, qu'il s'agisse de l'éolien en mer posé ou flottant. Si on parvient enfin à débloquer les 6 premiers parcs qui ont été adjugés en 2012 et 2014, on aura une usine au Havre, on aura une usine à Saint-Nazaire et une à Cherbourg pour les pales. À côté de ça, donc sur l'éolien flottant, on a là aussi une profusion de projets. Parce que la clé va être sur le flotteur. À 80%, une éolienne flottante ou une éolienne posée, c'est la même chose. Simplement, on remplace des fondations par un flotteur. Et sur la technologie des flotteurs, on a plusieurs entreprises, petites et grandes, qui se sont positionnées. Et là aussi, on a une place à occuper. Sur la méthanisation, aujourd'hui, on n'a pas de filière française. On utilise essentiellement donc des équipements qui viennent d'Allemagne ou du Danemark, et on a pourtant tout le potentiel nécessaire en France pour avoir cette filière industrielle, et c'est donc un des objectifs que l'on se donne dans le cadre du comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique, dont on ne doute pas que la présidente, qui est Isabelle Kocher, aura une attention particulière pour la méthanisation. Mais on se fixe également donc le même objectif dans le cadre du solaire photovoltaïque et de l'éolien en mer. Alors, par ailleurs, et donc ça c'est une question complémentaire à celle qu'on vient d'avoir, sur la question de l'ensemble des énergies, quelle est la part à chaque fois de production française, d'emploi direct dans l'installation, etc. Ma question c'est, est-ce que, parce que j'imagine que vous n'aurez pas l'ensemble des éléments, mais est-ce que vous pourriez nous avoir ce comparatif dans le cadre de l'ensemble des ENR, la part des emplois qui sont générés en production directe, filière ENR par filière ENR, le potentiel d'emploi direct généré, éventuellement les prospectifs, parce que ce qu'on a vu dans votre présentation, c'est que c'est très difficile en fait de dresser le bilan des ENR uniquement à l'instant T et de regarder le passé, parce qu'il y a tout ce potentiel encore de développement, et puis le poids de l'historique qui a été un démarrage un peu lourd, et aujourd'hui pour en voir pleinement les rentabilités et les effets financiers, il faudrait pouvoir les projeter aussi dans les années à venir, parce que finalement c'est là où elles auront dans quelques années leur pleine maturité finalement. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel nous travaillons, mais nous allons prochainement donc lancer une étude dont on aura les résultats malheureusement après la fin de votre commission. Néanmoins, il y a des chiffres qui existent.
L'ADEME publie chaque année une étude qui s'appelle Marché et emploi et qui analyse filière par filière les 100 000 emplois dont je vous parlais tout à l'heure, c'est issu de cette étude. Elle analyse filière par filière les emplois dans la fabrication d'équipements, les emplois dans l'installation, les emplois dans l'exploitation des générateurs, enfin des centrales. Et donc ça, c'est filière par filière. Alors, je peux vous donner l'exemple de l'éolien terrestre et maritime qui représente aujourd'hui 18 000 emplois qui sont en grande partie, donc qui sont répartis au sein de 800 entreprises qui exportent, c'est quelque chose qui est mal connu, qui exportent donc une part significative de leur production, qui exportent, d'après l'ADEME, 660 millions d'euros par an. Mais donc, la dernière version de l'étude de marché-emploi de l'ADEME, on peut vous la transmettre, si elle est déjà publiée. Elle est en cours de publication. Elle va être publiée dans mon bon, éventuellement, on les interpellera pour ça. C'était pour savoir si vous aviez justement les mêmes retours qu'eux, en fait, par rapport à ça. Est-ce que si vous ressentez le besoin de faire vous-même des études, est-ce que c'est pour confirmer, pour affiner, pour créer un autre éclairage? Comment ça se passe? Nous sommes au syndicat très sensibilisés à la valeur ajoutée locale. C'est ce que j'ai expliqué, c'est ce qu'on veut faire dans le cadre des CSF. On sait bien qu'une des grandes critiques qu'on nous fait, parfois abusivement, c'est qu'on développe les énergies renouvelables sur le territoire français avec des matériels qui sont importés de Chine, du Danemark ou d'Allemagne. Il y a une réalité, mais elle est très exagérée. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'abord, on veut mettre en place des outils d'évaluation sur la valeur ajoutée locale, donc dans chacune des filières, et à partir de là, voir comment on peut travailler à améliorer la balance commerciale, si je peux dire, de chacune de ces filières, le développement de l'emploi, et exploiter, je rappelle ce que j'ai déjà dit 2 fois, qu'on a parmi les meilleurs centres de recherche au monde dans le photovoltaïque. Et c'est quand même étonnant qu'on n'ait pas aujourd'hui réussi à développer une industrie du photovoltaïque à la hauteur des développements qui nous attendent. C'est quand même le photovoltaïque dans la PPE, c'est quand même de l'ordre de 3000 mégawatts par an, alors qu'on est aujourd'hui à environ 900. Mais ça, est-ce que c'est pas un peu l'histoire du photovoltaïque en France? Est-ce que c'est pas un petit peu c'est le stop and go. On a tué à un moment donné le développement d'une filière qui commençait à être en plein essor. On lui a mis un grand coup dans les reins quand même. Et derrière, effectivement, pour se reconstruire et se rebâtir à partir de ça, on a gardé les compétences recherche, mais on a un petit peu arrêté quand même la partie industrielle, production, etc. Dans son élan. Oui, j'avais encore... désolée. J'ai 3 questions derrière. Je voulais vous demander, selon vous, quels étaient les principaux freins au développement des énergies renouvelables, aujourd'hui ceux que vous avez identifiés. Typiquement, est-ce que vous avez chiffré le coût du poids administratif de l'élaboration des projets? Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez pu évaluer? Parce qu'en fait, on le dit souvent, mais c'est rarement chiffré dans les projets. On nous dit c'est... Bien évidemment, il faut rajouter l'idée de, des fois, 3-4 ans d'attente avant qu'un projet ne sorte effectivement, plus le coût des études. Alors, on nous disait que dans certains endroits, les études étaient mutualisées entre les différents porteurs de projets pour éviter qu'elles soient refaites 3 fois, ce qui n'était pas le cas en France. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent participer à faire des freins au développement? Et éventuellement, est-ce que vous en avez d'autres? Je pensais à la question de l'innovation et du soutien éventuellement à la recherche. Est-ce qu'il y a des sujets comme
comme ça qui vous paraissent être les principaux freins aux ENR? Les freins, ils sont pas du même ordre suivant les filières. Je vous ai mentionné donc les projets d'éolien en mer qui sont issus d'appels d'offres. D'abord, ils sont issus de décisions qui ont été prises dans le cadre du Grenelle de l'environnement en 2008. Et il n'y a toujours aucune éolienne qui tourne, enfin, sauf une éolienne flottante qui est en essai au large du Croisic. Donc, ils sont issus des appels d'offres, ces 6 projets donc, qui ont été lancés en 2011 et 2013, qui ont été adjugés en 2012 et 2014. Et depuis, les industriels ont fait tout leur développement de projets, mais malheureusement, il y a eu des recours contre ces projets. Recours qui sont passés au tribunal administratif ou la cour d'appel, la cour d'appel spécialisée de Nantes, qui les a rejetés ces recours, et les requérants sont allés au Conseil d'État. Le Conseil d'État a maintenant le dossier de Saint-Nazaire, qui était le dossier le plus avancé depuis 1 an et demi, et on attend toujours la décision du Conseil d'État. Vous comprenez bien que déjà pour le développeur de projet, ça coûte cher. Et pour l'industriel derrière, qui était Alstom et qui est devenu General Electric, donc qui a investi à Saint-Nazaire, c'est un investissement industriel qui est très lourd à porter. Voilà le type de frein. Sur l'éolien terrestre, là, on a jusqu'à présent des temps de développement de projets qui sont en moyenne de 7 à 8 ans. Et là aussi, les recours, chaque fois qu'il y a un recours, c'est entre 1 an et demi et 2 ans de retard dans le projet. Et s'il y a plusieurs niveaux de recours possibles, à chaque fois, donc c'est quelques années de plus. Et le taux de recours sur les projets éoliens terrestres, il est de l'ordre de 70%. Alors vous allez me dire, c'est un problème d'acceptabilité. Ce n'est pas un bon indicateur de l'acceptabilité de l'éolien. Pour déposer un recours, il suffit d'une personne. Et il y a une stratégie de la part des associations anti-éoliennes de recours systématique, une espèce de guérilla juridique qui est menée donc sur l'éolien. Alors, est-ce que typiquement dans les préconisations que vous pourriez faire sur ce sujet-là, est-ce que typiquement l'idée de dire qu'une personne seule ne peut pas faire un recours, il faudrait qu'il y ait un collectif pour montrer que c'est une opposition de plusieurs parties et pas que d'une seule personne? Est-ce que ça, ce serait une idée? Est-ce que l'idée d'avoir une cour spécialisée dans ce dossier-là, dans ce type de dossier, pour éviter que les dossiers s'éparpillent et qu'il y ait des spécialistes de ces questions-là qui pourraient les traiter plus rapidement, est-ce que ça s'en serait une autre? Enfin, est-ce que vous avez réfléchi à des préconisations, des solutions pour éviter ça? On a déjà beaucoup réfléchi sans trouver de solution à, je ne vais pas dire empêcher les recours, c'est pas possible, mais à être plus sélectif dans on n'a jamais trouvé de solution. Par contre, il y a une amélioration, donc on va pouvoir percevoir prochainement. C'est que dans le cadre du groupe de travail mis en place par Sébastien Lecornu là, sur la simplification de l'éolien, il a été décidé de supprimer un niveau de juridiction. Et donc maintenant, les requérants vont directement au tribunal cour d'appel. En cour d'appel, ce qui ne limite pas leur droit de recours, hein, mais qui permet de gagner 1 an et demi dans le traitement des dossiers. J'ai la juste dernière sur le. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les énergies les plus matures n'ont plus besoin de soutien de l'État? Alors, les énergies les plus matures, donc on dit qu'elles sont compétitives, ce qui est exact quand on compare au prix de marché tel qu'on les estime donc sur les 15-20 ans à venir. Néanmoins, quand vous faites un investissement aussi capitalistique
que on le fait dans l'éolien ou dans le solaire, on a surtout besoin d'avoir une garantie sur la rémunération. Et ça peut devenir très prochainement une rémunération, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peut être négative, hein, si on a des prix de marché qui montent aussi au-dessus de. Mais ce qui est important, c'est la garantie. C'est pas la même chose dans la chaleur où le mécanisme de soutien, c'est une subvention à l'investissement. Ici, ce dont on a besoin, c'est d'une garantie sur les recettes à long terme. Sans vouloir faire de comparaison malheureuse, mais si on voulait développer des nouvelles productions nucléaires, on aurait exactement le même problème. Très bien, je vous remercie. Donc j'ai 3 questions inscrites. Donc on va commencer par notre collègue Fabien Courtefade. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans vos propos introductifs tout à l'heure, vous avez souligné le fait qu'il serait bon d'informer plus généralement le grand public à tous les mécanismes d'aide et d'incitation à la rénovation énergétique, etc. Dans mon territoire, il y a quelques jours, j'ai assisté à une formation auprès de la Fédération française du bâtiment qui donnait justement donc, cette formation auprès de ses adhérents, donc des artisans du secteur du bâtiment, sur toutes ces aides justement à la rénovation énergétique. Donc on a eu rapidement, une matinée, des informations sur les aides de l'ANA, le chèque énergie, le certificat d'économie d'énergie. Donc là, il faut sortir de Polytechnique pour comprendre le dispositif. Le dispositif coup de pouce et le crédit d'impôt. À la fin de la matinée, ils s'arrachaient les cheveux, nos artisans. Donc ma question, alors je vous passe les détails, mais enfin vous les connaissez mieux que moi, bien sûr. Et par exemple, il y a des aides, il y a des paliers de critères de revenus qui sont différents dans chacun de ces dispositifs, par exemple. Est-ce que vous pensez justement que tous ces mécanismes sont compréhensibles pour le grand public, ou est-ce que vous avez une position sur la rénovation de cet ensemble de dispositifs? Merci. Oui, alors, pour nous, donc, informer les citoyens sur les mécanismes d'aide, c'est une des conclusions que l'on a retirées du débat qui a eu lieu sur le projet de PPE. Le débat qui était organisé donc, par la CNDP, la Commission nationale de débat public, qui a organisé ce qu'ils appelaient le G400. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du G400, mais ils ont sélectionné 400 citoyens parmi 35 000, hein, donc, et avec une représentation de tout le tissu social, géographique, etc. Et pour que ces citoyens donnent un avis donc, sur la politique énergétique française. Et une des choses qui était remarquable, qui est sortie de ce G400, c'est qu'ils étaient une infime minorité à connaître les fameux dispositifs d'aide que vous venez de citer. Le plus connu, c'est le crédit d'impôt, et beaucoup étaient convaincus que pour bénéficier du crédit d'impôt, il fallait payer des impôts, ce qui n'est pas vrai. C'est un crédit d'impôt, ce n'est pas une déduction fiscale. Alors maintenant, la question que vous posez, c'est celle de la complexité de l'ensemble de ces mécanismes d'aide. Et moi, je pense que c'est effectivement pas nécessairement perceptible par l'artisan de base. Par contre, ce que l'on voit apparaître sur le marché, et je pense qu'il faudrait l'encourager, ce sont des entreprises qui, elles, sont spécialisées pour agglomérer toutes ces différentes aides, qui ne sont pas toujours d'ailleurs toutes compatibles entre elles, hein, mais et donc il faudrait d'abord que l'État communique beaucoup plus sur ces mécanismes d'aide. Ça aurait peut-être permis d'éviter certaines crises sociales qu'on a connues, qu'on connaît toujours.
Parce que, je le rappelle, je l'ai rappelé tout à l'heure, les dépenses pour le consommateur de base, c'est avant tout des dépenses liées à l'énergie dans la maison. Et avec ces différents mécanismes, on aurait pu très bien permettre à un certain nombre de citoyens d'éviter donc toutes ces contraintes subies donc suite au prix de l'énergie. Mais on a un dispositif qui sont les espaces info-énergie, mais qui n'est peut-être pas dimensionné à la hauteur des besoins de la transition énergétique. Je pense qu'il doit y avoir 300-400 espaces info-énergie sur toute la France. C'est largement insuffisant, et ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure à propos de l'ADEME. Réduire les effectifs sur le terrain, ce n'est pas la meilleure façon de faciliter la transition énergétique. Ou faire appliquer un peu plus ces collectivités territoriales. C'est le cas en Alsace. Vous avez fini la réponse. Je vous propose, c'est poser encore. On a encore 2 collègues qui veulent poser des questions, et moi-même, j'ai toute une palanquée de questions à vous poser. Je propose maintenant donc à Nicolas Turquois de poser sa question. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. J'aurais trois questions, je vais peut-être les poser une par une. La première est peut-être d'ordre philosophique. Est-ce que, parce que quand on parle des ENR, moi je suis surpris, j'ai parlé tout à l'heure à vos interlocuteurs, je suis producteur de photovoltaïque, mais quand on regarde la surface qu'il faut pour une production qui est somme toute très modeste, est-ce que c'est pas est-ce que les énergies renouvelables, en tous les cas telles que nous les connaissons, peuvent répondre à l'enjeu énergétique de la France? Parce que quand je vois ce que une centrale nucléaire, alors avec toutes les difficultés d'implantation bien sûr, mais utilise quelques dizaines d'hectares, et il faudrait une forêt, enfin des forêts d'éoliennes, et je calcule même pas la surface qu'il faudrait en énergie photovoltaïque pour remplacer un réacteur. Donc est-ce qu'il n'y a pas une difficulté congénitale liée à ça pour les énergies renouvelables? Ça, c'était la première question. La deuxième, c'était, bon, vous représentez l'ensemble des énergies renouvelables. Est-ce que vous, malgré tout, je suppose qu'elles ne sont pas toutes au même degré de maturité, qu'elles ne sont pas toutes, parce que vous regrettez que dans la PPE, le projet de PPE, par exemple l'hydrolien ou la géothermie électrique, ne soit pas assez porté en avant, mais on ne peut peut-être pas courir tous les lièvres à la fois. Est-ce que vous, en termes de maturité d'un côté ou de potentialité de l'autre, parce que peut-être que en laboratoire, vous êtes au courant, et que nous ne le sommes pas, qu'en laboratoire, on a d'ores et déjà inventé des panneaux photovoltaïques, je prends un exemple miraculeux, qui produisent 2 fois plus qu'aujourd'hui, j'en sais rien. Est-ce que il y a peut-être des chevaux sur lesquels vous parieriez plus que d'autres, ou qu'il faut peut-être que la puissance publique accompagne plus que d'autres, parce qu'il y a plus de potentialité, c'est le deuxième point. Et puis, troisième point, la semaine dernière, nous avons reçu un chef d'entreprise, le PDG de Valorem. Et on le questionnait sur le côté intermittent. Et il nous expliquait que, selon lui, le coût du stockage sous forme de batterie était prohibitif. Et qu'il y aurait un intérêt à travailler sur stocker dans les usages. Et vous n'en avez pas parlé. Concrètement, typiquement, les chauffe-eau thermodynamiques, finalement, tous les foyers ont des chauffe-eau qu'on faisait plutôt fonctionner la nuit pour consommer dans la période où il y a moins de demande électrique. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à faire fonctionner ces chauffe-eau comme une réserve d'énergie d'eau chaude à des moments donnés où l'électricité ne vaut rien ou peut-être même à des prix négatifs? Voilà. Donc, une question de philosophie et puis une question sur les potentialités et une question sur le stockage. Oui, alors, sur la modestie des surfaces photovoltaïques, je voudrais vous répondre par ma propre expérience, puisque je viens d'installer, moi aussi, une trentaine de mètres carrés de panneaux photovoltaïques, et que ça suffit, mais très largement, à couvrir ma consommation.
donc je fais de l'autoconsommation. Je vends le surplus, enfin je vais vendre parce que la mise en service est prévue pour la fin du mois. Je vais vendre le surplus donc à EDF, obligation d'achat. Et je fais, pour maximiser ma consommation, je fais du stockage sur les usages. J'ai installé un chauffe-eau thermodynamique et je pense qu'on peut encore, on peut encore faire mieux. Il n'y a pas que le chauffe-eau thermodynamique. On pourrait très bien, mais là, il faudrait que, je pense que Jean-Yves Grandidier en parlait, stocker aussi sur le froid. On pourrait très bien. Il l'avait évoqué, c'est moi qui Oui. l'ai oublié. Simplement. Oui. Non, mais j'ai pas. Moi, je n'ai pas parlé de stockage sur les usages parce que la question de l'intermittence, hein, qui est un mot que je n'aime pas, l'Agence internationale de l'énergie parle plutôt de variabilité que d'intermittence. L'intermittence, c'est quand on ne peut pas prévoir à l'avance la production d'un générateur éolien ou d'un générateur photovoltaïque. Or, c'est extrêmement prévisible. Hein. Et donc, je n'ai pas parlé de tous les moyens de pallier cette variabilité. Il y a effectivement le stockage. Et Jean-Yves Grandidier a raison de dire que les batteries, aujourd'hui, par rapport au prix de l'énergie en métropole, c'est trop élevé. Ça ne le sera pas éternellement. Ce n'est pas trop élevé lorsqu'on va dans les départements d'outre-mer. Il n'y a pas que le stockage, il y a effectivement le stockage sur les usages, il y a le foisonnement, hein, il y a les interconnexions, enfin, il y a toute une série de possibilités donc, pour stocker l'énergie. Il y aura bientôt le véhicule électrique. Vous avez reçu un représentant d'Enedis qui a dû vous l'expliquer. Donc le développement à grande échelle du véhicule électrique va permettre aussi d'absorber les excédents d'éolien, les excédents de photovoltaïque, etc. Et quant à remplacer le nucléaire, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui l'objectif visé. Et on le fera, si ça devait arriver un jour, et je fais référence au scénario 100% énergie renouvelable de l'ADEME, c'est par un mix électrique, c'est par un mix de solutions énergie renouvelable. On ne va pas tout miser sur l'éolien, tout miser sur le solaire photovoltaïque. Il y aura donc une complémentarité avec l'hydraulique qu'évoquait Madame la Présidente tout à l'heure. Il y aura une grande partie d'éolien et de photovoltaïque, mais on aura également de la biomasse, on aura également de la géothermie. Donc c'est un mixte qui va permettre le développement des renouvelables. Toutes les filières ne sont effectivement pas au même niveau de maturité et donc la façon de les aider, de les soutenir par la puissance publique doit être adaptée à la fois à leur potentiel de développement et à ce niveau de maturité. J'ai cité tout à l'heure l'hydrolien. Aujourd'hui, nous ne demandons pas à ce qu'on lance des grands appels d'offres sur l'hydrolien. Il y a tout un parcours de développement technologique à faire avant de pouvoir faire du développement à grande échelle. Même chose sur la méthanisation. On est encore à un autre niveau de maturité. Et là, on doit accompagner le développement de la filière par cette structuration que j'ai évoquée tout à l'heure. Oui, je pense que j'ai répondu à... Très bien. Donc, je vous propose de passer à une prochaine question, et donc notre collègue Emmanuel Maquet. Merci. Monsieur le Président, je vous entendais dans votre exposé défendre les 6 parcs d'éoliennes en mer et j'ai été, moi, confronté à l'un d'entre eux. Vous avez rappelé que le tarif de rachat de l'électricité, effectivement, avait baissé, puisqu'il était au-delà, je crois, autour de 210 € le mégawattheure. Il est autour de 150 € aujourd'hui. Cela étant, un parc d'éoliennes en mer coûte environ 1,8 milliard.
Il y a environ 400 millions qui sont liés aux frais de raccordement et qui ont été transférés sur RTE financé par le TURP. Donc je crois qu'on n'est plus non plus sur le même modèle économique qu'à l'origine. Cela étant, on sort encore aujourd'hui de l'énergie à 150 € le mégawattheure, ce qui est exorbitant au regard de ce qu'on entend depuis le début de cette commission d'enquête. On est plutôt dans un tunnel entre 60 et 80 €, ce qui veut dire qu'on est quasiment au double. Vous avez évoqué également ce qui est en train d'être imaginé au Croisic avec l'éolien offshore, mais flottant cette fois-ci, qui n'a pas du tout le même impact également sur l'environnement et notamment sur les écosystèmes. Moi, je suis bien placé, j'ai le parc du Tréport Mers-les-Bains en face de chez moi, en plein milieu d'un parc marin, en plein milieu d'une zone de pêche. Donc, c'est vous dire aussi si les gens sont vent debout contre ce parc, parce que vraisemblablement en 2010-2012, on n'a pas regardé de quelle façon il était intelligent de l'installer, de l'implanter. On a fait un peu n'importe quoi et aujourd'hui, les gens sont à la limite de l'acceptabilité de l'éolien de ce parc, mais également d'un point de vue terrestre. Vous savez que c'est un vrai sujet de société aujourd'hui. On a de plus en plus, notamment dans les Hauts-de-France, dans le département de la Somme, on a plus de 600 éoliennes sur 9000 installées en France, ce qui veut dire que là encore, on a un vrai sujet. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il est encore raisonnable aujourd'hui de racheter cette électricité à 150 € le mégawattheure ? Et est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de mettre le paquet sur l'éolien offshore flottant pour développer une vraie filière? Et là, on aurait peut-être une avance technologique que l'on n'a pas de toute évidence avec l'éolien posé. Oui, alors quand vous parlez donc des parcs dont on a écho sur les pays d'Europe du Nord qui sortent à 60 à 80 € du mégawattheure, et certains même encore moins. Si vous avez des informations, je suis preneur. Effectivement, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces projets, ils ont été adjugés, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2012 et 2014, et avec les technologies qui existaient à ce moment-là. Et que le cahier des charges nous interdit de faire évoluer. Donc on ne peut pas prendre en compte aujourd'hui les progrès qui ont été réalisés depuis. Et donc ces parcs ont vu après une négociation qui a été menée par le président de la République lui-même, ils ont abouti donc à un tarif moyen qui est de 140 € par mégawattheure, et vous avez raison de souligner que c'est hors coût de raccordement. Maintenant, il faut aussi savoir que les parcs qui s'installent en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays, mais principalement en Grande-Bretagne, qui s'installent aujourd'hui avec des projets qui ont été élaborés il y a 6 ou 7 ans, ils se font à des tarifs qui sont compris entre 150 et 180 € du mégawattheure. Les prix qui sont annoncés pour ces appels d'offres aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, etc., c'est des parcs qui vont se réaliser dans les mêmes conditions que Dunkerque d'ailleurs, avec des technologies qui sont aujourd'hui encore en cours de développement. Développer l'éolien flottant, vous avez dû entendre mon plaidoyer. Nous, on est tout à fait favorable au développement de l'éolien flottant. Et je reviens une seconde sur le projet du Tréport. Je pense que c'est un projet qui, je ne sais pas s'il se réalisera un jour, mais qui montre ce qu'il ne fallait pas faire. On a eu une concertation qui a été menée après adjudication par l'État, avec une zone qui était déjà figée, qu'on ne pouvait pas faire évoluer. Et moi, j'en ai beaucoup discuté avec les pêcheurs. Ils m'ont tous dit, si on avait pu bouger ce parc de quelques milles marins, eh bien, il n'y aurait eu aucun problème. Ce qui montre bien que, et ça a été pris en compte dans l'évolution des réglementations, donc depuis
pour les nouveaux parcs, on va avoir beaucoup plus de souplesse, d'abord sur la détermination des zones et sur la prise en compte des évolutions technologiques pendant la durée du développement du projet. Sur l'éolien flottant, il faut quand même se rendre compte que c'est aujourd'hui encore une technologie qui est en développement, qu'il est difficile d'aujourd'hui de cerner avec précision les coûts auxquels on va arriver. Mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est à 80% la même chose que l'éolien posé. Et donc, les différentes études qui ont été menées par beaucoup d'institutions montrent que l'éolien flottant pourrait rejoindre les mêmes coûts que l'éolien posé à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Hein. Et donc, effectivement, vous avez raison, il y a un potentiel de développement et un potentiel industriel qui est très appréciable donc, sur l'éolien flottant. Sur l'éolien flottant, je pense qu'il faut quand même aussi rappeler que, contrairement à l'éolien posé, on ne peut pas pêcher à l'intérieur du parc. Hein. Mais, ouais. Très bien. Alors, je vous propose de conclure cette audition par un certain nombre de questions que je vais vous poser. Et j'en ai un paquet. Je vais essayer d'aller du plus général vers le plus précis. Voilà. Alors, sur ce sujet plus général, je vais vous poser une question que j'ai posée à la dernière audition et que j'ai posée à d'autres auditions. C'est globalement, si je reprends le coût aujourd'hui marché de l'ENR, notamment du solaire, où on parlait tout à l'heure, vous nous avez évoqué 55 € le mégawattheure. Daniel Bourg nous parlait de 58. Aujourd'hui, vous avez bien compris qu'on a un vrai sujet d'acceptabilité sociale aussi au niveau du public, de la subvention justement, hein, qui est supportée par le public et qui est financée notamment par les impôts et les taxes. Aujourd'hui, l'État subventionne donc effectivement le delta entre le prix marché actuel et ce prix moyen, on va dire le 55 €. La question que je voudrais vous poser, c'est que aujourd'hui l'État soutient, donc permet effectivement d'investir dans les ENR. Aujourd'hui, on a aussi de notre côté le prix de l'énergie électrique nucléaire. Aujourd'hui, le coût de l'Arenh est à 42 € si je ne dis pas de bêtises. Or, aujourd'hui, quand on voit les rapports de la Cour des comptes ou les rapports de différents experts, si on prend le cycle de vie global de l'ENR, et notamment si on rentre dans le détail, notamment sur Flamanville, on estime aujourd'hui que le coût réel normalement de l'électricité nucléaire est de 60 à 80 € suivant les études du mégawattheure. Donc, est-ce qu'on peut dire raisonnablement qu'aujourd'hui investir dans les ENR, c'est aussi la garantie en termes d'acceptabilité dans l'avenir d'avoir une énergie qui soit abordable, qui continue à l'être abordable? D'autre part, là, je vais revenir plus sur une logique aussi de politique territoriale. C'est qu'aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord, hein, je ne suis pas contre le nucléaire, je pense qu'on en a besoin effectivement pour assurer une continuité, pour assurer une continuité de service. Mais de l'autre côté, je pense qu'effectivement, si on doit dessiner demain l'infrastructure énergétique de la France, il y aura un socle qui va s'appuyer sur des gros industriels, notamment le nucléaire, et derrière, les ENR qui vont permettre de faire de ce que j'appelle moi la dentelle fine, notamment sur les territoires. C'est-à-dire qu'en fait, permettre de valoriser les territoires. Donc là c'est ma deuxième question. Aujourd'hui, les politiques qu'on mène sont essentiellement des grandes politiques nationales qu'on décline sur le territoire. Est-ce qu'il ne faudrait pas permettre au territoire un peu plus de pouvoir s'en saisir? Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait? Ensuite, ma troisième question, là j'entrerai un peu plus dans le détail. Vous avez parlé effectivement du solaire. J'aimerais avoir aussi votre avis sur le solaire en termes de thermique, et notamment sur la partie fond de chaleur, pour chauffer de l'eau par exemple. Et la quatrième question, et je m'arrêterai là, c'est déjà pas mal, concernant la géothermie. Donc c'est un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure. Je suis député d'Alsace,
côté de Strasbourg. Ça Et ne va donc pas nous sommes, échapper. voilà, nous sommes donc très concernés effectivement par la géothermie profonde. Or, la géothermie profonde, aujourd'hui, il y a différents projets qui sont menés sur l'Alsace, mais tous ne sont pas la même configuration. C'est-à-dire certains sont là pour produire de la chaleur, avec en complément de l'électricité, et d'autres sont notamment développés pour produire purement de l'électricité. Sauf si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui, le coût de production est purement électricité, on est à 250 € le mégawattheure. Donc, 246 exactement. voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'orienter vers dire, voilà, je développe de l'électricité en complément de la chaleur, c'est-à-dire que notamment quand je suis en basse saison où j'ai pas besoin de chaleur particulièrement, ben là je fais du complément en électrique plutôt que de faire du tout électrique, ce qui permettrait de développer la géothermie. Et bien sûr, pour être tout à fait précis sur le lithium, aujourd'hui on estime que avec le lithium, ce serait 100% des besoins nationaux qu'on arriverait à couvrir. Voilà. Donc voilà mes 4 questions. Alors, je vais commencer par la dernière. La géothermie, il faut évidemment valoriser la chaleur, ce qui ne doit pas empêcher de faire de l'électricité. Maintenant, le tarif, il est effectivement aujourd'hui à 246 € du mégawattheure. Les professionnels de la géothermie se sont engagés sur un objectif de ramener ce coût à 100 € du mégawattheure en 2028. Donc c'est pas non plus à très longue échéance. Maintenant, je connais particulièrement bien la géothermie dans votre Alsace, puisque dans ma vie précédente, j'étais à l'ADEME et que j'ai mené un projet avec l'usine Rocket à Beinheim, où on a donc installé pour 24 mégawatts mais pour des process industriels. Donc c'était pour produire à 160 degrés. C'était quand même une très belle opération qui a été menée grâce au fonds chaleur. Et je pense que la géothermie, avec cette occasion donc de valoriser du lithium, c'est une vraie opportunité donc pour le développement de la filière et pour le développement industriel chez nous. Le solaire thermique, il a connu, enfin, il a peu connu de développement, même dans le cadre du Fonds Chaleur, ces dernières années. Il y a néanmoins un phénomène nouveau qui s'est passé depuis 2-3 ans. C'est l'apparition de très grandes installations. Des installations de parfois plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de capteurs solaires, et qui ont une vocation à répondre à des besoins d'industrie ou à des besoins de réseaux de chaleur. Et ces très grandes installations, réalisées avec des modules solaires de très grande surface, de l'ordre de 15 mètres carrés par capteur, ça a permis de diviser par 3 le prix des installations solaires thermiques. Et c'est une opportunité de relancer ce marché du solaire thermique en France. Et d'ailleurs, nous avons déposé cet après-midi un amendement dans le cadre de l'examen de la PPE au Conseil supérieur de l'énergie. Nous avons déposé un amendement dans ce sens sur le solaire thermique. Sur les territoires, moi je pense que les territoires, et notamment les syndicats d'énergie, ont toutes les capacités pour se saisir de la transition énergétique à leur niveau. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons beaucoup avec la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, et qu'elles sont bien placées par leur connaissance des consommations énergétiques, par les connaissances des gisements dans les différentes énergies renouvelables, pour mener donc des projets à l'échelle du territoire et le faire en collaboration avec le secteur industriel que je représente aujourd'hui. Donc
pour vous, il y a pas, en termes de normes ou de cadre réglementaire aujourd'hui, tous les éléments sont là pour pouvoir développer ces politiques territoriales. Sachant qu'il y a des collectivités qui sont déjà bien implantées. Moi, je vois sur le Grand Est ou sur l'Alsace, ça a déjà été bien développé. Il n'y a pas réellement... non, ce qu'on peut... enfin, il y a des petites améliorations que l'on pourrait apporter. Je pense notamment au solaire photovoltaïque, hein, qui est très prisé hein, au niveau des territoires, et pour lequel la procédure d'appel d'offres commence dès le seuil de 100 kW, ce qui est rédhibitoire, parce que répondre à un appel d'offres pour une installation qui va coûter 150 000 euros, c'est pas très raisonnable. Et donc nous on prône depuis assez longtemps de rétablir un guichet pour le solaire photovoltaïque jusqu'à 500 kW, ce que nous permet parfaitement les règles d'encadrement communautaire, donc sur les aides d'État. Je pense qu'il y a des petites améliorations comme celle-là à faire pour permettre le développement de la transition énergétique au niveau des territoires. Mais il y a surtout à bien appréhender les questions de ressources. Qu'est-ce que j'ai comme ressources sur mon territoire? Qu'est-ce que j'ai comme besoin? Qu'est-ce que j'ai comme capacité d'évacuation de mon énergie par les réseaux, etc. Enfin, et ça, je pense que les syndicats d'énergie, c'est une compétence qu'ils ont. Nous avons dans nos adhérents plusieurs syndicats d'énergie ou SEM qui ont été créés par des syndicats d'énergie et avec lesquels on mène vraiment des projets intéressants dans la mesure où ils combinent les différentes énergies renouvelables. Et en plus, en précision, moi je vois notamment sur l'Alsace, on a la chance d'avoir Alstom, qui aujourd'hui sont capables de produire un train à hydrogène, avec une autonomie de 450 à 500 km en étant bimode, c'est-à-dire électrique, réseau plus hydrogène, et en hydrogène pur, à faire du 1000 km en autonomie, ce qui est pas mal. Donc à voir aussi avec politique territoriale. Très bien. Et la dernière question que je vous posais effectivement par rapport au futur, est-ce que les ENR nous permettraient-ils pas d'avoir justement une énergie encore acceptable en termes de coût? Écoutez, les énergies renouvelables, en termes de coût, elles sont déjà aujourd'hui à un niveau très acceptable et qu'on pourrait encore diminuer si on allégeait certaines réglementations, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de la durée d'un projet éolien. Chaque année qui passe, ça coûte, hein, et donc ça se retrouve finalement dans le prix d'énergie. Les énergies renouvelables vont encore progresser dans les années à venir, hein, donc ça c'est clair. Donc par rapport au niveau que je vous ai cité tout à l'heure, on va encore gagner plusieurs euros par mégawattheure, hein, et on va voir apparaître d'autres sources d'énergie renouvelable comme le gaz, qui aujourd'hui est extrêmement marginal. Donc je pense que les énergies renouvelables, c'est une garantie. C'est quelque chose qu'on paye hein, aujourd'hui, effectivement, il y a un soutien public, mais c'est une garantie de stabilité des prix sur le futur. Alors ne me demandez pas à quel mix on va arriver en 2050, mais je pense qu'il faudra faire les choses très progressivement. La Direction générale de l'énergie, hein, vous avez reçu monsieur Laurent Michel ici, veut aussi qu'on commence à réfléchir sur l'après 2035. Hein, la PPE, elle va aller jusqu'en 2028. On a déjà des visions sur ce qui va se passer entre 2028 et 2035, mais au-delà, qu'est-ce qu'on va devenir et les études menées par l'ADEME montrent qu'un mix avec beaucoup d'énergie renouvelable, c'est aussi une garantie de stabilité des coûts, voire même de réduction du coût. Avec le nucléaire, aujourd'hui, on sait qu'il nous manque 33 milliards pour pouvoir recycler l'ensemble du parc actuel. Donc, si on veut maintenir le parc actuel, il nous manque 33 milliards qui ne sont pas prévus, qui ne sont pas subventionnés, qui ne sont pas provisionnés. Voilà. Très bien.
Si vous n'avez pas d'autres précisions à apporter, chers collègues, enfin, avec un E, sans S, merci d'être resté juste au bout. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas pour la clarté de vos propos, pour cette audition qui a été très riche. Nous en remercions beaucoup et donc je conclus et je termine cette audition. Merci à vous.